Le silence dans notre maison était devenu quelque chose de presque physique. Ce n'était plus le calme paisible d'une vie partagée, mais un silence lourd, épais, chargé de tout ce qui n'était pas dit. Tout a commencé, comme cela arrive souvent, par un changement subtil dans l'atmosphère. J'ai toujours eu le sommeil léger. Ma femme, Élise, plaisantait souvent en disant que je pouvais entendre battre le cœur d'un papillon. Pendant 10 ans, sa respiration douce et régulière avait été ma berceuse. Puis, il y a 3 semaines, cette berceuse s'est arrêtée. Il était 2h17 du matin. Les chiffres rouges du réveil brûlaient dans l'obscurité. La place à côté de moi était vide et les draps déjà froids. C'était la 3e fois cette semaine. Je suis resté immobile à écouter. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Aucun bruit de chasse d'eau, aucun grincement du parquet près de la cuisine, aucun bourdonnement du micro-ondes réchauffant le lait qu'elle prenait parfois lorsqu'elle n'arrivait pas à dormir. Une boule glaciale s'est formée dans mon ventre. J'ai repoussé la couette et je suis sorti dans le couloir. Toute la maison était plongée dans le noir, à l'exception d'un mince filet de lumière qui passait sous la porte de son atelier, la petite pièce qu'elle utilisait pour ses fournitures de dessin et ses projets créatifs. Mon premier réflexe fut le soulagement. Elle travaillait simplement tard, absorbée dans un projet. Après tout, elle était directrice artistique dans une agence de design à Bordeaux, et les périodes de rush pouvaient être brutales. J'ai presque fait demi-tour. J'aurais aimé le faire. Mais quelque chose, une intuition primitive impossible à expliquer, m'a poussé à m'approcher davantage. Je n'ai pas frappé. Je suis simplement resté là, l'oreille collée au bois de la porte. Je n'ai entendu ni clic de souris, ni bruit de clavier. J'ai entendu sa voix. Elle était basse, douce, presque murmurée. Une tonalité que je n'avais plus entendue depuis des années. C'était la voix qu'elle utilisait avec moi au début de notre relation, lorsque nous restions éveillés tard à nous raconter nos secrets dans le noir. Une voix intime. Tendre. Mon sang s'est glacé. J'ai retiré ma main de la poignée comme si elle était brûlante. Je suis retourné dans la chambre, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes. J'étais de nouveau allongé dans le lit, feignant de dormir, lorsqu'elle s'est glissée sous la couette 20 minutes plus tard. Sa peau était froide. Elle sentait l'air de la nuit et... Était-ce une légère trace d'un parfum que je ne reconnaissais pas? Tout va bien? Ai-je marmonné en me tournant vers elle. Je n'arrivais pas à dormir, a-t-elle murmuré, sa voix redevenue normale, presque plate. Je ne voulais pas te réveiller. Quelques minutes plus tard, elle semblait déjà endormie. Moi, je suis resté les yeux ouverts jusqu'à ce que l'aube grise éclaire le plafond. Le lendemain, j'ai essayé de balayer tout cela de mon esprit. Une imagination trop vive. Le stress. Une paranoïa ridicule. Mais une fois que j'ai commencé à remarquer les signes, ils se sont multipliés comme des fissures dans un barrage. Elle avait changé le code de son téléphone. L'ancien était trop facile à deviner, a-t-elle dit en haussant les épaules lorsque je l'ai remarqué. Elle orientait toujours son écran loin de moi. Elle a commencé à partir faire de longues promenades après le dîner. J'ai besoin de me vider la tête, de prendre l'air. Lorsqu'elle revenait, ses joues étaient rouges, ses yeux brillants, mais elle ne donnait jamais le moindre détail sur l'endroit où elle était allée. Et ce parfum, je l'ai senti encore une fois sur son écharpe. Une odeur de jasmin et d'épices sombres, totalement différente des fragrances fraîches et citronnées qu'elle portait d'habitude. Je suis devenu un détective dans ma propre maison, un espion dans mon propre mariage. Je me détestais pour cela, mais le besoin de savoir était plus fort que la honte. J'ai vérifié nos relevés téléphoniques. Aucun numéro suspect. Aucun appel étrange. Seulement le travail, sa mère, son amie Claire. Ce dossier impeccable me rendait encore plus anxieux. Cela signifiait qu'elle faisait attention. Que tout cela était bien réel. J'ai examiné nos comptes bancaires. Aucun dîner suspect, aucune facture d'hôtel, aucun cadeau étrange. Rien. Et l'absence de preuves était en soi une preuve. Cela signifiait seulement qu'elle était prudente. La distance émotionnelle était la pire partie de tout cela. Elle était là physiquement, mais émotionnellement à des années-lumière. Nos conversations étaient devenues purement fonctionnelles. Comment s'est passée ta journée? Bien. Tu as pensé à payer la facture de gaz? Oui. Nous n'étions plus un couple.
Nous étions deux colocataires gérant une même vie. Je me suis mis à imaginer un rival fantôme dans mon esprit. Était-ce Mathieu, son collègue charismatique et ridiculement séduisant, ou quelqu'un de la salle de sport, plus jeune, plus fort, plus vivant que moi? Toutes mes insécurités, d'ordinaire endormies, s'étaient réveillées. J'avais 42 ans. Mes cheveux commençaient à tomber. Mon ventre n'était plus celui de mes 30 ans. J'étais devenu banal. Facile à remplacer. Le point de rupture est arrivé un jeudi soir. Elle était particulièrement distante ce soir-là, souriant discrètement à son téléphone pendant qu'elle écrivait à quelqu'un. Mon estomac se retournait à chaque vibration de son écran. Puis, à 1 heure du matin, le rituel a recommencé. Elle est sortie du lit doucement, a traversé le couloir, a refermé la porte de son atelier. Cette fois, je n'ai pas attendu. La rage, la douleur et la peur ont balayé toute prudence. Je n'avais plus besoin de soupçons. J'avais besoin de la vérité. J'ai traversé le couloir et j'ai ouvert la porte violemment. La scène devant moi n'avait rien à voir avec ce que j'avais imaginé. Il n'y avait aucun homme. Aucun appel vidéo. Aucun amant. Elle était seule, assise en tailleur sur le sol, dos tourné vers moi. Elle a sursauté violemment au bruit de la porte qui frappait le mur et s'est retournée, le visage déformé par une terreur pure. « Thomas, qu'est-ce que tu… » a-t-elle commencé en essayant de cacher quelque chose derrière son dos. Mais je l'avais déjà vu. La pièce n'était éclairée que par la lumière douce d'une lampe. Autour d'elle étaient éparpillées des dizaines de vieilles photographies. Et au centre, serré entre ses mains tremblantes, se trouvait l'objet qu'elle essayait de cacher. C'était une petite urne en bois verni. Toute ma colère s'est évaporée, remplacée par une confusion si brutale qu'elle m'a coupé le souffle. Mon regard a parcouru les photos autour d'elle. Un jeune homme aux cheveux foncés et bouclés souriait sur plusieurs clichés. On le voyait enlacer une femme que je reconnus comme la mère d'Élise lorsqu'elle était plus jeune. Sur une autre photo, une adolescente que je reconnus immédiatement comme Élise se tenait entre eux. « Qu'est-ce que c'est » ai-je murmuré. « Qui est cet homme » Élise a regardé mon visage, puis l'urne entre ses mains, et quelque chose dans son expression s'est brisé. La terreur dans ses yeux a laissé place à une douleur si immense qu'elle semblait sans fond. Puis elle s'est mise à pleurer. Pas des larmes silencieuses. Des sanglots violents, incontrôlables, qui semblaient lui déchirer l'âme. Elle m'a tendu l'urne, les mains tremblantes. « C'est mon père », a-t-elle réussi à dire. Ces mots n'avaient aucun sens. « Ton père ? Ton père est mort quand tu avais 16 ans. D'une crise cardiaque. » Elle a secoué la tête. « Non », a-t-elle murmuré dans un souffle brisé. « Je t'ai menti. » Le monde a semblé basculer autour de moi. Je suis tombé à genoux sur le sol à côté d'elle, toute la colère quittant mon corps d'un seul coup. Et alors elle m'a raconté la vérité. Son père n'était pas mort d'une crise cardiaque. Il les avait abandonnés. Il était parti avec une femme plus jeune lorsqu'Élise avait 16 ans. Sa mère, incapable de supporter cette humiliation, avait inventé le mensonge de sa mort. Une mort soudaine était plus facile à expliquer qu'un abandon. Plus facile à vivre. Plus facile à supporter pour une adolescente. Il n'avait plus jamais parlé de lui après cela. Sa mère avait raconté à tout le monde qu'il était mort. Ils avaient même organisé une cérémonie. Il était plus simple de vivre dans le mensonge que d'affronter la vérité. Il avait choisi de partir. Puis, 2 mois plus tôt, il était réellement mort. D'un cancer du pancréas. Sa seconde épouse avait retrouvé Élise. Elle lui avait envoyé ses cendres. Elle lui avait dit qu'il regrettait son départ chaque jour de sa vie, qu'il n'avait jamais cessé de l'aimer. Et soudain tout a pris sens. Les appels secrets, les nuits enfermées dans son atelier, les promenades tardives, les murmures dans le noir. Elle ne parlait pas à un amant, elle parlait à un fantôme. Elle disait enfin à son père tout ce qu'elle n'avait jamais pu lui dire pendant 20 ans. « Pourquoi ne pas me l'avoir dit » ai-je murmuré. « Je suis ton mari. » Elle a levé vers moi un regard rempli de honte. « Parce que j'avais peur », a-t-elle avoué. Pendant 20 ans, j'ai porté ce secret. C'était celui de ma mère, puis c'est devenu le mien. Le dire à voix haute me donnait l'impression de trahir toute ma famille. Et j'avais peur que tu me voies différemment. Que tu vois ma famille différemment.
Que notre vie parfaite soit salie par cette histoire. Je pensais pouvoir gérer ça seul. Je pensais pouvoir lui dire adieu dans le silence de la nuit, puis tout refermer comme si rien ne s'était passé. Je regardais la femme que j'aimais depuis 10 ans et, pour la première fois, je la voyais réellement. Je n'avais pas été trahi par une infidélité. J'avais été trahi par son manque de confiance en moi. Elle avait choisi de porter seule la douleur la plus profonde de sa vie parce qu'elle ne croyait pas que notre amour était assez fort pour la supporter avec elle. Il n'y avait jamais eu d'autre homme. Seulement une petite fille brisée qui n'avait jamais vraiment guéri et qui se cachait encore à l'intérieur de la femme que j'adorais. Je ne l'ai pas prise dans mes bras immédiatement. La douleur de tout ce que j'avais imaginé était encore trop vive. Mais la colère, elle, avait disparu. Je me suis contenté de tendre la main vers l'urne. Je l'ai prise entre mes doigts. Elle était plus légère que je ne l'aurais cru. Il n'a plus le droit d'être ton secret, ai-je murmuré. Et toi, tu n'as plus le droit de porter ça seul. En tenant entre mes mains la manifestation physique de sa douleur, j'ai enfin compris la vraie nature de sa trahison. Ce n'était pas une trahison de nos vœux, mais une trahison de notre partenariat. Et en voyant la première lueur d'espoir traverser enfin son regard noyé de chagrin, j'ai compris que le vrai travail qui nous attendait ne serait pas de réparer une infidélité imaginaire, mais de détruire le mur qu'elle avait construit autour de sa douleur bien avant même de me rencontrer. L'amant n'avait été qu'un fantôme créé par mes peurs. Mais les blessures qu'il avait laissées derrière lui étaient, elles, bien réelles. Et désormais, elles nous appartenaient à tous les deux.